La loi Hamon va-t-elle trop loin? Le texte relatif à la consommation vise à mieux protéger le consommateur face aux vendeurs. Il instaure ainsi des mesures contre les clauses abusives ou encore met en place les actions de groupe, les class actions à la française. Conséquence logique, la loi introduit de nouvelles obligations pour les entreprises, mais ces obligations peuvent in fine les pénaliser. C'est ce que va nous expliquer mon invité Henri Isaac. Henri Isaac, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine, conseiller scientifique auprès de Xerfi Precepta. Alors cette loi Hamon, est-ce une mauvaise nouvelle pour les entreprises françaises? Les entreprises ont besoin de soutien, plus que de nouvelles contraintes qui les fragilisent. Il ne vous aura pas échappé que nous sommes en période de crise. Les entreprises ont donc déjà assez de mal comme ça à écouler leur production en raison des pressions sur le pouvoir d'achat. Alors il y a environ 70 mesures dans la loi Hamon. À quelles contraintes faites-vous référence en particulier? Je pense en premier lieu au dispositif de lutte contre le surendettement. Éviter aux plus modestes de tomber dans la spirale de l'endettement est bien sûr un objectif parfaitement louable. Mais là, le texte oblige les prêteurs à proposer un crédit amortissable comme alternative au crédit renouvelable pour un tout achat de plus de 1 000 euros. Oui, en fait, c'est une mesure qui vise à désinciter le recours au crédit renouvelable. Mais peut-on mesurer l'impact d'une telle mesure sur le pouvoir d'achat des ménages et donc sur leur consommation? Oui, il y a eu des précédents, comme la loi sur le crédit à la consommation, dite loi Lagarde en 2010. Dans l'année qui a suivi, le nombre de comptes de crédit renouvelable actifs a baissé de 3,3 millions d'unités, un recul de près de 17%. Le nombre de transactions réalisées à crédit a également chuté de 22% en 2007 à 6% après la loi Lagarde. Alors, parmi les autres mesures de la loi Hamon, il y a aussi la création d'un registre national du crédit pour que le vendeur puisse se rendre compte de la solvabilité des ménages. 10 millions de personnes recensées environ. Alors là, pour le coup, c'est une mesure en faveur du vendeur. Oui, mais comment ce fichier peut-il être exploité de manière efficace? Il ne prend en compte que le crédit à la consommation, soit 15% des encours du crédit aux particuliers en France. Même pas le crédit immobilier, dont la part s'est accrue dans l'endettement des ménages du fait des prix de l'immobilier et de la réduction du crédit à la consommation. Mais alors, qui va se retrouver fragilisé par ces nouvelles mesures? Quel type d'entreprise? Eh bien, tout d'abord, les vendeurs de produits qui s'achètent souvent à crédit, les biens d'équipement durables, comme des meubles, de l'équipement électroménager ou des voitures. Reprenons la loi Lagarde. Eh bien, la production de financement affecté à l'amélioration de l'habitat et des biens d'équipement a reculé de 7% entre 2010 et 2011. Dans le même temps, la croissance du marché de l'équipement du logement a décéléré de 2,7% à 2%. En pratique, elle a eu comme conséquence de rallonger la durée des entretiens commerciaux d'une dizaine de minutes en moyenne. Et puis, les contrats rédigés par les prêteurs se sont considérablement épaissis. On est passé de 21 à 33 pages. Les sites de e-commerce risquent donc de souffrir aussi. Imaginez, il faut remplir 33 pages sur Internet après avoir choisi le type de crédit. Toutes ces obligations ne peuvent que faire fuir le consommateur. On imagine aussi que les prêteurs vont être pénalisés. Oui, effectivement. Déjà, ils ont dû revoir leur système d'information pour l'adapter au nouveau registre national de crédit, ce qui va nécessiter des investissements. Et puis, il y aura forcément une perte liée au recul de la production de crédit. Les prêteurs estiment avoir perdu 1,5 milliard d'euros entre 2011 et 2014 après la loi Lagarde. Mais vous l'avez dit vous-même, derrière tout cela, il y a quand même l'objectif louable de lutter contre le surendettement. Bien sûr, mais pour protéger quelques consommateurs, on pénalise l'ensemble du système dans un contexte on ne peut plus déprimé. La Banque de France compte 780 000 dossiers de surendettement dont le traitement est en cours. C'est à peine 3% de l'ensemble des ménages français. Alors, encore une fois, en période de crise, ce n'est pas le moment d'ajouter des carcans à l'activité des entreprises. Là, c'est la double peine, pouvoir d'achat en berne et un accès plus difficile au crédit. Henri Isaac, merci pour cet éclairage. Merci.